France ne nous aime pas. Et là, je parle des Noirs. Je parle des Noirs et je vais vous le prouver. Là, on est ici. Il y a la police. Mais là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert. Ce gros fils de p*** qui a écrit... Ce gros fils de p*** qui a écrit le code noir. Le code noir qui a décidé que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. On ne peut pas faire un hommage à George Floyd sans rendre visite à cette putain de statue qui prouve que la France est raciste et nécrophobe. La France est nécrophobe. On va dire ensemble. La France est nécrophobe. 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 Écoutez, on va dire Nick Colbert. Nick tout à l'heure, ils vont nous voir. Et à part la France-Afrique, à part le racisme français, à part la nécrophobie française. Ah ouais, mais elle en parle pas bien quoi. Ils arrivent, ils arrivent. Ah ouais, mais elle en parle pas bien quoi. Ils arrivent, ils arrivent. Ah ouais, mais elle en parle pas bien quoi. Ils arrivent, ils arrivent. Écoutez, monsieur, je vous explique. Vous voyez, les racistes sont de l'autre côté de l'Assemblée.
Ça, c'est une statue qui vient trôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Et pourtant, vous voyez, au lieu d'arrêter les gens qui cautionnent cette cruauté, ils viennent m'arrêter moi. Vous protégez le peuple ou vous protégez Monsieur, les gens? juste que c'est interdit, s'il vous plaît. Non, ce qui est interdit, c'est le racisme. C'est Et interdit, monsieur. cet homme-là est l'apologie de la négrophobie. Non, mais je suis tout seul. Mais ne vous inquiétez pas. Non, mais je me laisse faire. Écoutez. On est gendarme, monsieur. Écoutez. Ce qui se passe, Monsieur Macron nous a traités de séparatistes. Et il se fait passer pour le bon. Alors que la réalité, c'est que la France est un État négrophobe. Ça, la statue de Colbert, qui a industrialisé et institutionnalisé la négrophobie et le meurtre des Noirs, est la preuve de ce que j'avance. Vous entendez? Et après, on va dire que le racisme systémique n'existait pas. Que la négrophobie systémique n'existait pas. Non mais attendez, je ne suis pas violent, je vous assure. Et j'aime tout le monde en plus. Non mais je vais vous suivre. Mais il n'y a aucun problème. Et je vais vous suivre. Donc vous comprenez bien, il faut qu'on résiste partout où on est. Nous, on fait un visage découvert parce que le procès qui va se dérouler sera notre tribune, puisque les médias, ils organisent des faux débats démocratiques avec des gens. Je vous promets que j'arrive. Je vais, et en plus, je viens pour toi. Il n'y a aucun problème. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, excusez-moi. Parce que c'est au cas où. Ah oui. Hein? Allez-y. Donc comprenez bien. Attendez. S'il vous plaît, monsieur, il n'y a pas de problème, je viens pour parler. On va pas interférer, vous inquiétez pas. Je vais pas interférer, vous inquiétez pas. Je vais aller dignement. D'accord? Dignement. Je vais y aller dignement. Ah, je termine ce que je veux dire. J'espère que vous n'allez pas me faire un coup. Mais non. Ok. J'espère que vous n'allez pas me faire un coup. Mais non, monsieur. Ok. Ça me fait mal là. Serrez pas. Attends, j'enlève ma main. Je relève ma main parce que vous me faites mal. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste en fait, Oui, je vais serrer, vous me faites mal. il faut juste serrer les bras. Serrer les bras. Donc voilà. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est que là, ils essayent de nous faire passer pour les méchants. On a des familles. Excusez-moi, là, par contre, vous allez en violence. Je me suis laissé faire. Écoutez-moi. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. Je veux dire, ils servent trop. C'est ça que je veux dire. Écoutez, je me suis laissé faire. Attends. Je me suis laissé faire. C'est pas. Attends, vous m'avez dit que je pouvais parler. C'est pour ça que je me suis laissé faire. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Nous voilà pour ce nouveau format de convergence dédié à Franco de la brigade anti-négrophobie, initialement enregistré donc dimanche. Malheureusement pour nous, nous avons eu quelques incidents techniques au niveau de la météo et du fournisseur d'accès SFR, ce qui fait que l'émission initialement diffusée en live a été interrompue à plusieurs reprises. Et je remercie Franco pour son grand professionnalisme puisque il nous a permis de récupérer les bandes, notamment les audios de son côté, puisqu'il avait procédé à un enregistrement par précaution. Hein, on comprend bien, tous les activistes le savent, il faut se filmer et s'enregistrer par précaution, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et donc voilà, donc nous avons ce format de convergence avec Franco un petit peu en différé, à quelques jours près, 2 jours après. Donc désolé pour le désagrément à tous ceux qui avaient suivi le live de dimanche. Entretien sans tabou, très inspirant, j'espère que vous allez trouver de la substance dans ce format de convergence. N'oubliez pas que ce format de convergence sera disponible sur la plateforme et le site officiel de la Team DK, lateam.dk, le lien est donc en bas de la vidéo. Et puis vous n'hésitez pas à partager en manière chirurgicale, autopsie, ce que vous voulez. L'important c'est que le message passe. Et puis passez une agréable fin de journée pour ceux
qui commence. Et pour ceux qui vont se coucher, passez une bonne fin de soirée. Merci de nous suivre et de partager un maximum. Le plus important, c'est le message. Notre unité n'est pas un slogan, c'est une réalité. On seule famille, on seule nation, un même combat. Du sujet, puisque je sens bien que tu es quelqu'un d'assez actif et réactif, donc on ne va pas rentrer dans trop de protocoles. Je pense que des chaînes vont peut-être être un peu pompeuses sur ça. J'ai diffusé juste avant de prendre l'antenne avec toi les images, donc forcément de l'une des dernières actions de la brigade concernant la statue de Colbert. Où est-ce que tu en es au niveau de la procédure, puisqu'on a vu que tu t'es fait arrêter, bien entendu. Où est-ce que vous en êtes actuellement, le point sur ça? Alors, oui, là où on en est, c'est que déjà, bon, il faut savoir que je devais être déféré à la base, qu'a priori, il y a eu quand même une pression médiatique, pour pas dire politique, c'est-à-dire politique à notre niveau, pas la politique mainstream, hein. C'est-à-dire, il y a une pression, il y a sans doute une gêne par rapport à cette affaire, ce qui fait que là où je devais être déféré, ils ont décidé finalement de me relâcher plutôt que prévu, c'est-à-dire, j'ai pas fait 24 heures pleines à ma grande chance. Et effectivement, l'idée, c'était de me faire juger le 14 août. Donc, ce qui a été fait, mais étant donné que mon avocat, c'était Maître Monotuka, j'ai pu obtenir un report, étant donné qu'au même moment, il était en train de juger l'affaire des militants anti-chlordécone, dont on sait que certains ont pris du ferme. Et ce qui fait que mon procès a été reporté au 18 janvier 2021 à 9 h, donc au tribunal de Paris à Porte-Clichy. Et voilà, donc c'est des conjonctures. 18 janvier, hein? Voilà, 18 janvier, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne suis pas connu par la meilleure des mémoires, mais il me semble que c'est ça. Et donc c'est à 9 h et c'est au tribunal de Paris, en sachant que je ne bénéficiais pas là de passe-droit, mais la règle du jeu étant celle-ci, ils ne pouvaient pas me juger, en tout cas ils auraient pu le faire, mais ils n'ont sans doute pas dû vouloir ajouter de la colonisation à la colonisation pour pas que ça fasse trop mal vu. Donc effectivement le procès a été reporté. Donc voilà où on en est pour l'instant. Alors sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, ça aurait été quand même le comble de voir qu'on t'aurait jugé alors que ton avocat n'était pas là, puisque tu as suivi un petit peu le déroulement. Est-ce que tu as pu avoir des infos concrètes sur ce qui s'est passé en Martinique? Comment ça s'est passé dans la journée du 27? Oui, dans le détail certainement pas, mais dans les grandes lignes et même les lignes assez précises, oui, j'ai le détail. J'ai compris qu'il y a eu des peines allant, me semble-t-il, de 7 mois à 1 an, que le procès de Kezia a été lui reporté parce qu'ils n'avaient pas assez d'éléments ou quelque chose comme ça, mais que l'un dans l'autre, c'est un procès pour l'exemple, comme on m'avait posé la question à la sortie de mon procès. Et là, clairement, oui, c'est un procès pour l'exemple et on montre clairement que toutes les personnes qui vont comment dire, aller dans le sens de l'opposition au système colonial, au système de prédation capitaliste, au système de prédation impérialiste, serviront d'exemple, comme au temps du Code noir où on fouettait des noirs pour que les autres comprennent qu'il valait mieux se tenir tranquille dans la plantation. Voilà où on en est. Et on appelle ça la justice. Alors, je vais me permettre de faire un parallèle. On a beaucoup de choses à dire, mais tu sais, c'est quand même assez cocasse, hein, avec des grandes guillemets, la famille, parce que là, tu n'as pas été jugé, donc ton procès a été reporté puisque ton avocat n'était pas présent. Bon, je le dis aussi parce que il y a une communauté de personnes. Aujourd'hui, tu as fait passer le message pour la brigade, pour ceux qui suivent la brigade, qu'on est en live. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller sur le site directement, donc ils n'apparaîtront pas forcément dans les commentaires du live. Et je donne une information, notamment le but c'est de converger. C'est qu'en fait, pour l'instant, ils ont fait appel. Donc, effectivement, le jugement a été prononcé vendredi matin à 9h30. Il y a 2 ans de prison pour Loulou, donc 1 an ferme et 1 an avec sursis. Pour Denzel et Esaïe, il y a 7 mois, enfin 14 mois, 7 mois ferme, 7 mois avec sursis. Ils doivent se rendre le 9 novembre, en même temps que Kezia. Le procès de Kezia a été reporté au 9 novembre au tribunal de Fort-de-France. Ils doivent se rendre pour pouvoir voir le juge d'application des peines. Et ils écopent tous les 3 de 4 500 € d'amende, ce qui est un comble. Alors, particularité, donc, ils ont fait appel. Et là où je vais en venir, ça c'était le point pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant du dossier. Là où je veux en venir, Franco, c'est que ce qui est cocasse, c'est que Maître Monotuka ainsi que Maître Odéon et Maître Ursulé sont partis parce qu'il y a des pièces qui manquaient au dossier. Donc, plus précisément, le procès verbal de fin de notification de garde à vue, y compris les éléments de vidéo qui n'ont pas été transmis à la défense. Donc, ils ont demandé à ce que le procès soit reporté comme pour Kezia. Et vu que le juge ne semblait pas les écouter,
ils ont dit hors de question qu'ils se fassent juger dans ces conditions-là, puisqu'ils ne respectent même pas la procédure légale. Et là, je voulais avoir ton sentiment, Franco, c'est est-ce que tu as une impression en entendant ce que je te dis, si tu comprends pas forcément tout, je le reprends pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de la colonie martiniquaise, que la justice fait un petit peu plus la fête du slip que dans l'Hexagone par rapport à toi, où ton avocat n'était pas là et ton procès est reporté en janvier, alors que là, les frères en Martinique, le dossier était complet, la défense a des éléments qui sont manquants, ils partent de l'audience en stipulant clairement qu'ils demandent un report, et finalement, le jugement, il tombe sans avocat, sans prévenu. Quelle est ta réaction vis-à-vis de ça? Ben, ma réaction, c'est qu'effectivement, de toute façon, c'est un secret de polichinelle que de savoir que le traitement judiciaire ou le traitement en général hein, de ce qui se passe, ce qu'ils appellent outre-mer, et ce qui se passe dans l'Hexagone, c'est pas le même, mais c'est à peu près la même chose quand on parle du traitement france-africain ou ce qui se passe dans l'Hexagone. Il n'y a pas la même manière d'appliquer les méthodes coloniales à l'extérieur des frontières hexagonales qu'à l'intérieur. C'est pas du tout la même manière. Et donc, effectivement, il y a des choses qui se permettent de manière consciente ou inconsciente parce qu'ils savent qu'il n'y a pas le même écho. Je veux dire, d'ailleurs, c'est ce qui se passait dans les colonies au temps de l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. C'est pour ça que les Français n'ont pas l'impression d'être négrophobes parce que comment dire, le terrorisme d'État français se passait loin des yeux de l'Hexagone. Donc les gens n'ont pas cette vision cruelle du sort qui pouvait être réservé aux Noirs et de toutes les tortures expérimentées sur eux. Donc voilà, donc effectivement, ça a toujours été le cas. Ce qui se passe loin des yeux de l'Hexagone n'existe pas. Et la Martinique, comme la Guadeloupe, comme la Réunion, la Guyane, etc., c'est des endroits qui sont hors du droit, comment dire, mainstream, va-t-on dire. Donc voilà, donc effectivement, ça ne m'étonne pas en fait. Alors, merci pour ta réaction. On va en revenir je ne connais pas le nombre de procédures incalculables qui ont déjà été lancées, justement, notamment par rapport à cette ignominie. Est-ce que tu as possibilité, parce que tu as la procédure en cours, si tu me dis que tu ne peux pas trop en parler, tu me dis Joker, ouais. Mais je veux savoir, tu étais au courant des procédures qui étaient déjà en cours, notamment la demande du CRAN, l'intervention de Victorin Lurel en tant que sénateur, en tant que député ou sénateur à l'époque à l'Assemblée nationale, qui avait déjà demandé à retirer Colbert. Oui, tout à fait. Oui, j'étais au courant. En tout cas dans les grandes lignes des procédures en cours. Il faut savoir aussi que nous, depuis près de 2 décennies, comme on l'a dit dans une interview auparavant, on demande des comptes à l'État français. On a des images vidéo d'archives qui sont malheureusement de mauvaise qualité sonore, mais visuellement, on voit qu'on a déjà mené des opérations contre la statue de Colbert en 2006 et qu'on faisait le lien avec ce que le gouvernement de Sarkozy appelait l'immigration choisie. On faisait le parallèle qu'avant, il y avait la déportation choisie. On choisissait les forces, ce qu'ils appellent les nègres, dotés d'une force physique pour pouvoir abattre le travail qui permet au capitalisme de s'enrichir gratuitement. Et maintenant, c'est quoi? En tout cas, en 2006, c'était la politique d'immigration choisie qui, à ce moment-là, choisissait les cerveaux les plus brillants pour pouvoir les faire venir en France, etc. Donc, dans tous les cas, on vit l'Afrique, le continent, le monde noir. On le voit aussi avec le bimidum aux Antilles auparavant. On vide le monde noir de sa force physique et aussi de sa force intellectuelle, culturelle, etc., de manière à l'appauvrir de plus en plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas que les actions du CRAN, etc. Il y a plein d'actions qui sont menées dans l'invisible et que nous avons menées aussi en parallèle. Et il y a des témoignages vidéo qu'on fera sortir bientôt et qui seront sans doute des pièces pendant le procès qui avaient lieu en 2006. Mais on voit que l'hypocrisie française fait qu'avec la mort de George Floyd, qui marque l'expression d'une négrophobie d'État, là c'était américain, mais c'est la même manière d'exprimer cette négrophobie au niveau de l'Occident tout entier et au-delà. On voit que ça a donné une caisse de résonance qui font que là, quand on s'est attaqué à la statue de Colbert, d'un coup on a été entendu, mais on l'avait fait auparavant, plusieurs années auparavant, et là il n'y avait aucun écho à cela. Parce qu'effectivement, le racisme d'État français et notamment la négrophobie d'État française est totalement assumée en fait, de manière implicite, mais très concrètement dans les actes de tous les jours, on le voit. Le chlordécone en est la preuve la plus manifeste là dans les Antilles par exemple.
Merci de le rappeler. Bah, écoute, tu as fait preuve là de beaucoup d'éloquence, beaucoup de substance dans ce que tu viens de dire. Ça me permet quand même d'arriver à un point qui est assez flagrant. Je ne sais pas si les gens ont pris ce détail. Le, le, le dépositaire de l'autorité coloniale là, qui t'a arrêté devant l'Assemblée nationale, je ne sais pas si j'arrive pas à voir si c'est un FAMAS ou un Kalash qu'il a dans. C'est un FAMAS, je pense qu'il avait dans la main. Tu étais conscient que le mec pouvait avoir peut-être l'impression que tu lances une bombe artisanale et qu'il pouvait t'allumer à bout portant? Oui, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, il y a deux niveaux, et ça, il faut bien le comprendre. Je pense qu'en tant que noir, je dis pas noir parce que, comment dire, je revendique le fait d'être noir. Je dis noir parce que c'est la prison dans laquelle le pouvoir blanc, la suprématie blanche, l'Occident nous a enfermé notre identité, et que c'est de cette prison qu'on doit se libérer. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Je ne vais pas faire un cours de science pour expliquer notre noirceur, d'où elle provient et qu'elle est un fait totalement naturel, et que le premier homme, le premier être humain plus exactement sur Terre était noir, et donc qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, la matrice de l'humanité. Mais ce que je veux dire par là, il faut comprendre que il y avait un double danger. Il y a le danger visible, celui qu'on voit à l'image, et le danger invisible, celui que nous on appelle la neurocolonisation. La neurocolonisation, c'est la manière dont, à travers des images, des codes, la langue piégée qu'on peut retrouver partout. La langue française, par exemple, vous avez le nègre littéraire, vous avez le mot dénigré, etc., qui amène à la détestation du noir, qui amène à la peur, à la terreur du noir. Je veux dire, la sorcière dans Blanche-Neige, elle est habillée en noir. Tous ces trucs qui nous paraissent anodins sont là pour référencer, comme un code barre, le noir de la manière la plus négative qui soit. Donc quand ce policier m'approche, il n'est pas doté d'une objectivité. Comme un noir a été éduqué à se détester dans les écoles occidentales, quelles qu'elles soient. Eh ben, cet homme-là m'approche avec un préjugé qu'il ignore ou dont il a conscience. Mais quoi qu'il en soit, il est profondément conditionné par des images qui font qu'il ne peut pas associer mon image de manière, spontanée à quelque chose de positif. Donc effectivement, il pouvait qu'associer ça à quelque chose de l'ordre du terrorisme, de l'ordre de la mise en danger de sa propre vie et peut-être du système auquel il croit, alors que ce système est profondément colonial, impérialiste, raciste et particulièrement négrophobe. Donc oui, c'est à ça qu'on est exposé en tant que noir, c'est à ça que George Floyd a été exposé en tant que noir, c'est à ça que Jacob Blake a été exposé en tant que noir. C'est pas une autorisation écrite dans la loi qui autorise de tuer systématiquement les noirs juste pour ceux qu'ils représentent, mais c'est une autorisation psychologique qui a été gravée dans les profondeurs même de l'esclavage, dans les racines même de l'esclavage négrio-occidentalo-chrétien, qui ont appris au système blanc à détester profondément, viscéralement, les noirs sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc vous pouvez comme ça en surface entendre des discours qui disent le racisme c'est pas bien, etc. Mais le conditionnement, tout ce qui est subliminal invite à un message totalement contraire. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à renverser, qu'on dépollue nos langues, qu'on dépollue notre pensée de tous ces pièges mentaux qui nous enferment dans une prison dont on n'a même pas conscience. Donc oui, pour maintenant être simple, oui, j'avais conscience du danger parce qu'il ne peut en être autrement dans un monde de blancs de manière inconsciente. Consciemment, on pourra croire qu'il en est autrement. C'est ce qu'affiche la justice de manière officielle, etc. Mais officieusement, inconsciemment, on est toujours en danger. Et George Floyd l'a prouvé, et Jacob Blake l'a prouvé, et tellement d'autres encore dans le monde. Voilà. C'est quand même fort de ta part parce que à n'importe quel moment le gars il aurait pu disjoncter, mais tu t'es pas posé la question à un moment donné que le gars il peut t'allumer à bout portant, quoi. Enfin, je veux dire, en termes de survie, tu t'es pas posé cette question-là. Ce matin-là, tu t'es levé, tu t'es dit bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est il faut comprendre que vous savez, j'aime bien faire des références non pas trop intellectuelles, mais liées à la comment dire à un certain background populaire. Et vous savez, il y a des films de science-fiction des fois qui parlent d'espace-temps. Il y a des fenêtres d'espace-temps. Bon,
ça n'existe pas, en tout cas en l'état actuel, mais il y a des fenêtres qui vous permettent d'aller dans une autre dimension ou pas. Et si cette fenêtre, vous ne saisissez pas le bon moment pour passer de l'autre côté, vous êtes prisonnier dans un espace-temps pour toujours ou pour longtemps en tout cas. Et bien là, c'était ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que là, il y a une espèce de synergie, d'osmose entre ce qui s'est passé avec George Floyd et c'est un espace-temps qui s'ouvre. Il faut comprendre que si on ne saisit pas ce moment pour revendiquer un combat et le mettre en lumière, cette fenêtre qui nous projette vers un autre espace-temps, qui permet à chacun de comprendre à ce moment-là ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout le temps, va se refermer et on sera replongé dans une invisibilité totale. Donc, la question, ce n'était pas de savoir si j'étais menacé ou pas menacé, comme les Dessalines, Toussaint Louverture, Maria Montou, donc la tante de Dessalines, etc., ne se sont pas posé la question de savoir est-ce qu'ils risquaient la mort, ou en tout cas, s'ils se la sont posés, ils ont surpassé cette question et ils ont fait ce qu'on a fait et ce que j'ai fait. Donc, il fallait le faire parce qu'en fait, ne pas le faire, c'était se dire que, George Floyd est mort pour rien. C'était pour dire qu'on ne tirait pas les leçons du drame qui venait de se produire et qu'il est temps qu'on passe non pas à l'échelle supérieure, parce qu'on a toujours été à cette échelle supérieure, sauf qu'elle est invisibilisée. Mais il est temps de saisir de cette fenêtre d'espace-temps et de l'exploiter. Et donc Colbert, c'était la meilleure exploitation possible pour pouvoir mettre en lumière la négrophobie d'État français, puisqu'il est l'incarnation même de la négrophobie d'État français d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue structurel, du point de vue le plus systémique qui soit. C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ok, on est bon, on peut revenir. Tu me disais donc, excuse-moi, hein, Oui. Les aléas de la technique. Tu me parlais donc du meilleur symbole de cette négrophobie systémique de l'État français. Exactement. Et Colbert, c'est son incarnation. Donc, ce qui est important, il faut bien faire la différence. Notre but n'est pas de nous attaquer à l'homme, parce que l'homme n'est qu'un média d'un système beaucoup plus global. Il n'est qu'un pion sur l'échiquier d'un système de prédation beaucoup plus global. Donc, ce n'est pas Colbert notre cible, c'est bien l'État français, et d'autant plus l'État français présent, puisqu'il fait le choix de cautionner la présence de ce criminel contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante devant l'Assemblée nationale, soi-disant maison du peuple. Et en cautionnant cela, de manière subliminale et extrêmement codifiée, le pouvoir blanc français est en train de nous dire que l'être humain noir ne fait pas partie du peuple, de l'humanité, et donc, en définitive, n'est pas un être humain. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre en tant que noir, en tant qu'être humain en général. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire on a tellement peur de ce que ça peut vouloir dire réellement et des conséquences que ça engendrerait, qu'on préfère se cacher la face et se dire non, on n'a pas compris. En fait, ça doit être autre chose. Ce qu'on voit, c'est pas ce qui est. Mais en réalité, c'est aussi dramatique que ce que j'exprime. Et si on ne comprend pas qu'il faut affronter la réalité et non pas se terrer comme une autruche dans un trou et de se dire ça ira mieux demain, il peut nous arriver les pires catastrophes comme elles nous sont arrivées il y a de cela 400 à 500 ans maintenant, d'une manière globale, parce que j'ai inclus ça, le démarrage de l'esclavage avec l'État portugais qui démarre dans les années 1450, mais peut-être même avant, peut-être au début des années 1400. Donc c'est là que je démarre le drame causé par le pouvoir blanc, la suprématie blanche occidentale, et c'est là que je la démarre. C'est pour ça que je parle de 400 à 500 ans. Donc si on se voile encore la face, les pires choses peuvent encore nous arriver. Et d'ailleurs, les pires choses sont en train de nous arriver, mais on a appris à vivre avec l'inacceptable. Le chlordécone, je le redis, en est une preuve vivante, mais la France-Afrique et le viol perpétuel de la terre-mère, de l'humanité et en général, et de tous les Noirs en particulier, en est aussi la preuve vivante. Voilà. Alors, c'est bien de le rappeler ça, justement le chlordécone, puisque tu comprends bien que c'est au cœur de notre actualité, enfin parmi toutes les actualités que nous avons. Est-ce que des fois tu as un regard concernant ce qui reste de leur colonie, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et consorts? Il y a la Nouvelle-Calédonie qui a son référendum statutaire, d'ailleurs je le signale quand même en octobre, il faudra suivre ça de près. Est-ce que tu as un regard assez particulier sur nous, compte tenu du contexte? Puisque la majorité de la population qui habite ces terres sont majoritairement autres que les Européens. Et pourtant,
dans une ère moderne, à l'ère où nous sommes normalement nourris des formations, nous avons quand même énormément de démocratisation de l'information, des possibilités de pouvoir œuvrer à différents niveaux. Et pourtant, cette oppression est encore là. Comment toi tu perçois ça un petit peu? Du moins, est-ce que déjà tu perçois ça, comme je te l'explique là, comparé à l'Hexagone où il y a quand même 60 millions d'habitants, une majorité de la population forcément européenne, on aime dire leucoderne, et tandis que chez nous, la majorité de la population, eh ben, elle est, quelles que soient les minorités, en tout cas, elles ne sont pas forcément européennes, et pourtant, cette emprise est bien présente. Oui, je le vois comme ça, et je ne pourrais pas le voir comme ça et combattre sérieusement la négrophobie. En cela, il faut apprendre à voir au-delà des apparences. C'est-à-dire que dans le système esclavagiste, à son moment le plus fort, et son moment le plus fort est arrivé très très vite, les Noirs ont été majoritaires et pourtant une minorité de Blancs dominait. Et ils dominaient grâce à la terreur, au terrorisme d'État, au viol, au pire, au pire instrument terroriste qui soit qu'on puisse imaginer. Les pires choses pouvaient être commises sur les Noirs. Et c'est comme ça qu'ils ont pu asseoir leur pouvoir de domination. Donc c'est par la pire des terreurs. Et plus la terreur était grande, et le Code noir en atteste, plus ça montre aussi, par effet miroir inversé, le degré de notre capacité de résistance. Parce que pour mettre en place un tel degré de terrorisme, ça veut dire qu'ils avaient conscience d'en face de qui ils étaient, et que s'ils voulaient avoir une chance de maintenir leur système de domination en place, ils ne pouvaient pas faire autrement que faire naître la pire des cruautés. C'est vous dire le potentiel de résistance qu'on a mathématiquement, logiquement. Et ça, on l'ignore. Parce que le terrorisme a appris à nous, le terrorisme d'État français ou occidental en général a appris à nous museler. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ma vision est pire que la tienne. Pourquoi? Parce que tu dis ce qu'il reste des colonies, c'est-à-dire Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc. Mais pour ma part, il reste toutes les colonies, qu'on appelle les ex-colonies françaises, sont toujours des colonies françaises. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire n'est pas gérée par la Côte d'Ivoire, on l'a vu avec le placement de Ouattara, les autres pays, pareil, etc., etc. Donc, il y a l'histoire que nous raconte le colon, c'est-à-dire qu'il aime appeler post-colonisation, l'ère post-coloniale, mais nous on dit, sans être universitaire, parce qu'on ne croit pas ce que nous dit l'état d'hypnose dans lequel on nous plonge comme dans le film Get Out, mais on croit ce qui est. Et ce qui est, c'est que ces états-là, même si artificiellement, idéologiquement, ils sont présentés comme décolonisés ou comme des espaces post-colonisés, eh ben, l'ère post-coloniale est un mythe. C'est en cela qu'on parle de neurocolonisation. Il y a une capacité à force de nous répéter un mensonge de manière systématique, plein de fois, on finit par croire que ce mensonge-là est la réalité. Aucun espace du monde noir n'est libéré. Et Haïti encore moins, puisqu'ils lui font payer l'audace, c'est-à-dire le courage, la témérité qu'elle a employée pour renverser l'une des armées, si ce n'est pas l'armée impérialiste la plus puissante du monde, c'est-à-dire l'armée de Napoléon, après avoir aussi mis en échec des armées espagnoles, des armées anglaises, qui sont tout autant impérialistes, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que l'espace entier qui est dans le précaré colonial français. Oui, de manière visible, certainement, mais il y a un effort de lecture puisqu'on appelle ça des départements. Donc, c'est une colonie. C'est très bien de le rappeler. Comment? C'est très bien de le rappeler. Voilà, c'est une colonie parce qu'on fait l'effort de lire entre les lignes. Eh bien, ça doit être pareil pour tous les espaces dominés encore par la France en particulier, mais par l'Occident en général, dans le monde noir en général, et l'Afrique n'est pas épargnée, et elle est soumise à un viol journalier qu'on a normalisé. Comme au temps de l'esclavage, il faut l'entendre, c'est-à-dire que dans les bateaux de négriers, les hommes noirs, il faut le savoir, étaient attachés. Quand je dis attachés, enchaînés. Les femmes et les enfants étaient comment dire, j'oserais pas dire libres, parce que ce serait erroner la réalité, ou en tout cas donner une mauvaise vision, mais n'étaient pas enchaînés. Et je veux dire que les femmes pouvaient être violées à loisir, autant sur les bateaux qu'en dehors des bateaux. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'après, vous avez cette vision de l'homme noir enchaîné, donc l'homme ne peut pas venir à votre secours. Donc votre vie, votre sécurité repose sur le blanc, donc votre bourreau. Et donc, ça veut dire que au final, avec la neurocolonisation, le conditionnement effectif et tout ce qui s'ensuit, on finit par appeler à son viol parce qu'on comprend qu'il est le seul moyen
de pouvoir accéder à un semblant d'espace de liberté. Et notamment, ce semblant d'espace de liberté s'est appelé de manière codifiée dans la plantation le mulâtre, qui est généralement le fruit du viol du pouvoir blanc sur le pouvoir noir qui est colonisé, alors que le pouvoir blanc est le colon. Et donc, c'est tout cette chose-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, aucun espace noir n'est à l'heure actuelle, pour ma part, décolonisé. Et donc, il nous reste à en prendre conscience parce que quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est malade ne peut pas aller sur les voies de la guérison. Et on doit prendre conscience que tout espace noir, quoi que nous dise le pouvoir blanc qui nous hypnotise, est sous colonisation, et c'est ce que nous on appelle la neurocolonisation. Ne pas se rendre compte de cet état de fait évident, c'est la preuve qu'on n'est plus colonisé uniquement physiquement et au niveau des territoires, mais on est colonisé au niveau de l'esprit directement. C'est ce que nous raconte d'ailleurs le film Get Out d'une manière très artistique. D'accord. Il y a une personne du chat qui me dit « Tu as été sage sur le moment, mais ça aurait pu déraper. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi ou emprunter la voie que tu as empruntée actuellement ?» Alors, le conseil que je peux donner, c'est que, vous voyez, là, je vis comme tout un chacun qui a la chance d'être encore en vie. Comment dire? C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux sortir de chez moi. J'essaye de faire preuve du plus de sagesse possible, mais la sagesse n'est mise en valeur comme le beau temps n'est mise en valeur que par le mauvais temps. La sagesse est mise en valeur par des moments de perte de sagesse aussi. Donc c'est là où on peut faire la comparaison et se dire qu'on est sage. Donc des moments, il peut m'arriver d'être moins sage. Je peux sortir là et ne pas faire attention, me faire écraser par une voiture, ou alors m'embrouiller pour rien, pour une histoire d'ego, et me faire planter, ou etc., etc., etc. Donc c'est de se dire, c'est ce que certains ont théorisé, a priori c'est Huey Newton, donc celui qu'on dit être le fondateur du Black Panthers Party, qu'il l'est probablement, c'est-à-dire que les choses sont souvent plus complexes, c'est pour ça que je mets ça au conditionnel, mais c'est celui qu'on retient comme tel. Huey Newton, je pense, a théorisé sur la question du suicide réactionnaire et du suicide révolutionnaire. On trouve ça sur la page de la question noire, une page qui s'appelle la question noire. Ils ont résumé un peu ce qu'il y avait dans son livre et je trouve ça très intéressant. Le suicide réactionnaire, c'est quelque chose qui fait qu'on accepte la domination quelque part et que finalement, le stress, la frustration, etc., peut nous amener par état de résignation à nous suicider. Et donc, cette mort ne sert à rien puisqu'en fait, elle est l'expression du fait qu'on a intériorisé cette violence et que finalement, on la retourne contre nous. Alors que le suicide révolutionnaire, c'est quelque chose qui fait qu'on prend pleinement conscience du terrorisme d'État qui est en train de nous dominer et qu'on décide de le combattre et qu'on sait que sa cruauté est telle qu'elle peut nous conduire à la mort. Mais au moins, cette mort contribue à notre liberté. Et ce que je veux dire, c'est que si je devais choisir entre mourir dans un accident de voiture ou une embrouille à la con, comme on peut en voir souvent, sans juger les gens qui sont dedans, puisqu'on sait que c'est la neurocolonisation qui nous pousse à nous abattre les uns les autres, si je devais mourir dans une guerre de bande ou des trucs d'embrouille à la mort moelle-neu, etc., je préfère mourir comme ça aurait pu être le cas là, quitte à choisir parce qu'au moins cette mort-là servira à quelque chose. Et pourtant, je ne suis pas suicidaire. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez un État qui est complètement terroriste, qui est complètement, qui méprise complètement notre humanité, notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut entendre Black Lives Matter non pas comme... et donc la vie des Noirs compte, non pas comme quelque chose de l'ordre de la mendicité ou de l'ordre de, oui, reconnaissez le prix de nos vies. Non, il est quelque chose, il faut l'entendre comme quelque chose qui vise à nous dire qu'on est neurocolonisé et qu'on nous a appris à admettre inconsciemment que nos vies ne valaient rien. Et c'est à nous de redonner la valeur à nos vies, comme on a redonné de la valeur avec des concepts tels que la négritude. C'est à nous de redonner la valeur à nos vies, à choisir les critères de cette valeur. Et c'est plus au monde blanc de déterminer ce que coûtent nos vies. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est n'oubliez jamais, quand vous en prenez au pouvoir blanc, filmez. Filmez, parce qu'il faut qu'il y ait des preuves. Sans quoi votre mort, elle ne servira à rien. Voilà ce que j'ai à dire. C'est bien de le rappeler ça aussi, parce que souvent les gens pensent que le fait de filmer c'est du spectacle, on est dans le sensationnel, même s'il y en a qui se gaffent de ça sur leur canapé et qui n'en prendront pas une, ça c'est clair, mais il faut se protéger. Aujourd'hui on a au moins ces moyens technologiques, au moins qui servent à quelque chose de concret pour nous. N'oubliez jamais, quels que soient les activistes, de prendre des images, parce que c'est aussi votre meilleure protection. Par rapport à
cette période du Covid-19 là, que nous subissons, qu'on nous impose, est-ce que tu as un regard particulier sur ce qu'eux ils appellent une pandémie? Oui, j'ai un Est-ce que regard. tu as Oui, un commentaire à faire sur ça? oui, j'ai un commentaire à faire. C'est que, à deux niveaux, parce que je pense que la France-Afrique, c'est une manière de dominer qu'on retrouve dans la départementalisation. Sauf qu'elle s'exprime autrement. Dans le fond, c'est la même chose, mais après, on adapte la recette en fonction de l'environnement. Donc, la départementalisation et pour moi, la France-Afrique, c'est la même chose, dans le fond. Et après, il n'y a que la forme qui varie. Et ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu cette histoire de pandémie, je le mets entre guillemets, autour du Covid-19, ça m'a rappelé que l'espace africain qui est mis sous le joug d'une domination coloniale économique à travers le franc CFA avait connu une pandémie, mais elle était économique à ce moment-là, et c'était à travers la dévaluation du franc CFA de 50%. Comme ça, le pouvoir blanc occidental a décidé par on ne sait quelle règle économique qu'il sort de son chapeau comme un magicien, que du jour au lendemain, le franc CFA a été dévalué de 50%. Donc il faut se représenter qu'un franc qui vaut déjà rien sur l'espace africain, qui est dominé par le colon blanc, du jour au lendemain vaut encore moins que rien, 50% fois moins que rien. Donc il faut bien comprendre que des gens qui étaient déjà précipités dans une misère artificielle, puisque le continent est quand même le plus riche du monde, il faut le rappeler, qui étaient précipités dans une misère artificielle orchestrée par l'espace colonial français, là, dans le cadre du franc CFA, eh ben, devaient apprendre à vivre avec 2 fois moins que rien, alors qu'avant, ils avaient appris à vivre avec 1 fois moins que rien. Et donc, il faut comprendre que ça modifie les comportements et qu'à ce moment-là, le monde entier n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est une pandémie économique créée de toutes pièces, non pas par la nature, comme le laisse croire le Covid-19, même si on peut se demander s'il n'a pas été fabriqué en laboratoire, mais on dira qu'il est fabriqué naturellement. Là, c'était la suprématie blanche, le racisme d'État français qui a décidé de dévaluer cet argent. C'est une maladie artificielle, économiquement artificielle, qu'on propulse dans l'espace africain de manière à, étouffer les Noirs qui vivent dans cet espace. Et en ce qui concerne les Antilles, c'est le chlordécone. C'est-à-dire qu'on a créé une pandémie, cette fois-ci elle n'est pas naturelle comme le Covid-19, si tant est que cette pandémie n'a pas été créée en laboratoire, mais elle est chimique. C'est-à-dire on a décidé de verser un produit chimique qu'on savait toxique et mortifère sur l'espace antillais, non pas, parce que c'est pour ça que je me méfie du terme anti-anocide, parce que ce n'est pas des Antillais qu'on cherche à tuer, c'est des Noirs, des Africains, des descendants d'Africains qu'on a déportés pour les réduire en esclavage. Et c'est pas parce que les gens sont Antillais qu'on les tue, c'est parce qu'ils sont Noirs. L'Antillais est une conséquence de la déportation. Et c'est là où il faut faire, à mon avis, très attention, c'est un négrocide. Je comprends le terme d'anti-anocide et je le respecte, mais je dis, c'est pas parce que c'est des Antillais qui sont là qu'on les tue. C'est tout simplement parce que le pouvoir blanc a appris à mépriser les vies noires. Et partout où elles se trouvent, qu'elles soient au Brésil, qu'elles soient aux États-Unis, on les tue de différentes manières. Et aux Antilles, voilà la manière qui a été choisie. Eh ben, c'est une pandémie particulière et vous voyez mieux que personne que le reste du monde, comme la dévaluation du franc CFA, n'en a rien à foutre de cette pandémie. Mais par contre, quand il s'agit d'une pandémie dite naturelle qui touche le monde entier, c'est-à-dire noir comme blanc, là on demande à tout le monde de se mettre main dans la main. Donc pour moi, cette pandémie du Covid-19 révèle encore plus le fond systémique du racisme et particulièrement de la négrophobie. Parce que quand ça touche tout le monde, pour reprendre mes références populaires que j'aime bien parce qu'elles sont plus faciles à comprendre, c'est comme quand ces films qui disent que les extraterrestres, ils attaquent le monde entier, on voit que Hollywood décide que noir et blanc sont main dans la main. Et à ce moment-là, il n'y a plus de racisme. Mais il suffit que les extraterrestres y repartent, tout va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire, régler le problème de la pandémie du Covid-19, l'ordre hiérarchique qui place le blanc tout en haut et le noir tout en bas va revenir. Donc tout ça, ce n'est qu'une illusion qui vise à créer une fausse solidarité humaine. Mais tant qu'on n'a pas tué les fondements du racisme sur lesquels reposent ces systèmes de prédation, eh ben, rien ne change, si ce n'est artificiellement et superficiellement. Donc pour moi, le Covid-19, s'installer dedans dans une crainte de mourir alors que des gens ont dû se débrouiller avec moins que rien et on a vu des maladies infester l'Afrique sans qu'on puisse apporter la preuve qu'elles ont été créées en laboratoire, bien qu'il y a des thèses
qui puisse le prouver pour certaines, etc., eh ben, des gens ont dû se débrouiller, ont dû survivre avec pire que le Covid-19. Que le Covid-19. Alors comment peut-on se plaindre? Comment peut-on se plaindre? Le sort qui est réservé aux Noirs depuis l'esclavage négrier occidental aux chrétiens, je veux dire, a toujours muté de manière à pouvoir tuer les Noirs de manière officieuse ou officielle. Donc il ne faut pas sortir de cette réalité, sinon c'est croire qu'on est sorti de ce crime qui est en train d'être perpétré contre nous et qui n'a jamais fini d'être perpétré contre nous. Donc il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on accepte d'affronter en face la réalité. L'Occident n'a jamais cessé de nous déclarer la guerre. Ce n'est pas ma haine qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, il ne faut pas m'écouter, moi je suis qu'un gros menteur. C'est l'histoire objective qui le dit. Il n'y a pas un moment d'accalmie jusqu'au chlordécone, jusqu'à la dévaluation du franc CFA, où l'Occident n'a pas trouvé différents moyens de perpétuer sa guerre contre la femme, l'enfant et l'homme noir. Voilà ce que j'ai à en dire. Tout en l'instrumentalisant, parce que malgré tout, il a fait en sorte que cette guerre-là lui rapporte de l'argent. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que la guerre n'a pas... C'est-à-dire que, à mon sens, ce n'est pas une question, mais ça pourra en revenir à une question. C'est là où c'est très important. C'est-à-dire, la majorité des gens n'ont rien à foutre des Noirs. Même si consciemment, par comment dire, réflexe moral, ils font semblant de dire oui, on est tous égaux, tu sais, les phrases endormisseuses, Ouais. les phrases qui La bienséance, ouais. voilà, soporifiques, etc. Mais dans les faits, les gens sont conditionnés, et les Noirs eux-mêmes, pour n'en avoir rien à foutre des Noirs. Parce qu'on nous montre des images où on voit par exemple les pays noirs qui se tuent entre eux, les trucs comme ça, et l'Occident par contre toujours qui se soutient, etc. Alors que pourtant la Seconde Guerre mondiale a montré que c'était des bouchers entre eux-mêmes. Mais bon, ça on l'oublie parce que la propagande est faite pour qu'on ne retienne pas cela. On voit que les belles choses et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est assez particulier, on va même évoluer sur la question carrément, c'est qu'on est dans une hypocrisie latente, puisque quand tu as fait le parallèle entre la pandémie, ce qui s'est passé en Afrique, et ce qui se passe encore en Afrique, mais ne serait-ce qu'au niveau du franc CFA qui a été dévalué et qu'on sort, c'est vrai que pendant des années, même moi dans ma plus tendre enfance en tant que Guadeloupéen, on nous rabâchait quand même d'une certaine manière que, tu vois, on arrive au bienfait de la colonisation. C'est grosso modo, on disait à mes frères et sœurs, parce que bon, moi je suis d'origine brésilienne, libanaise, caraïbe et hindoue. Donc je ne vais pas te dire je suis pas 100% noir, c'est pas ce que je vais te dire. Mais je voyais mes frères et sœurs de la communauté qui étaient là et on leur faisait comprendre, grosso modo, vous avez de la chance d'être né en Guadeloupe, regardez ce qui se passe en Afrique. C'est exactement ça. Tu vois? Exactement. Et je trouve ça assez particulier parce que jusqu'encore en 2020, c'est encore cultivé. Cette image-là est cultivée. Et elle est cultivée par la communauté noire elle-même ici. Oui, d'accord. Parce que tu sais, Franco, au niveau des îles, là, le dialogue qui est tenu, tu parlais d'Haïti. Mais on essaie de faire comprendre à des Guadeloupéens et des Martiniquais, vous avez de la chance d'être français. Parce que les Dominicains, les gens de Sainte-Lucie, les frères d'Haïti auraient voulu être français. Tu vois où je veux en venir? Je vois parfaitement où tu veux en venir. Je vois tellement parfaitement ce que tu veux en venir que je te dirais que c'est exactement ce qu'on appelle la neurocolonisation. Il n'y a aucun noir qui entretient cette image. Mais il n'y a que des noirs qui sont conditionnés par un système éducatif qui a pris le relais du système, comment dire, de formatage esclavagiste par le fouet, etc. C'est des systèmes éducatifs qui ont perpétué autrement cette imagerie négative du noir et qui, pour maintenir le système de domination blanche en place, a compris qu'il fallait constamment, comme au temps de l'esclavage, oui, c'est les Noirs, vous êtes vendus entre eux, donc qui apprenaient aux Noirs à détester ce qu'ils étaient et à aimer finalement leurs bourreaux et leurs violeurs, et bien maintenant, effectivement, on va montrer des images négatives du monde noir en général, Haïti en particulier, des États africains en particulier, de manière à ce que on se dise qu'on a une chance finalement de continuer à être violé par le bourreau, parce que sans ça, ce serait pire. Et c'est ça la neurocolonisation. Donc je le redis, comme au temps de l'esclavage, aucun noir, s'il était conscient, comment dire, lucide dans ce qui lui arrivait, n'aurait voulu rester enchaîné. Si il a contribué à cet état de fait, c'est parce que son instinct de survie, de par le terrorisme auquel il était soumis, l'a obligé à accepter l'inacceptable.
Donc, on est conditionné à être les complices de notre propre état de domination et de colonisation. Mais si on se libère de cette prison éducationnelle, c'est-à-dire que j'entends souvent, il y a des reportages, comment dire, des preuves statistiques qui disent que 80% ou je ne sais pas combien de tel pays, de tel territoire des Antilles ne veut pas l'indépendance. Tant que vous maintiendrez les cerveaux dans les prisons de l'éducation coloniale française, mais il est évident qu'aucun esprit dressé pour accepter son état de soumission et de domination ne pourra demander l'indépendance. Mais redonner, c'est-à-dire quand je dis redonner, arrachons notre éducation des mains du colon, comme en Afrique, arrachons les mains de l'éducation du colon, et à ce moment-là, laissez 50 ans passer, vous verrez, les statistiques comment dire, seront inversées. Le système colonial français, comme tous les autres, savent exactement de quelle manière perverse ils peuvent nous faire collaborer à notre propre perte. Et donc, je le répète, aucun noir ne collabore à sa propre perte, mais tous les noirs, d'une manière générale, sont conditionnés à collaborer à leur propre perte puisqu'ils ne choisissent pas le système éducatif colonial qui leur est imposé. Voilà la prison dans laquelle on est et qu'on croit être une prison dorée qui est une sorte de lobotomisation et qui nous empêche de nous reconnecter avec nous-mêmes. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, parce que j'ai retrouvé le fil de mon idée, c'est très important à comprendre. D'une manière générale, quand je parle de pouvoir blanc, je ne parle pas d'individus. Donc, je parle bien de système de domination, de prédation capitaliste et impérialiste. Mais les Blancs sont conditionnés à détester les Noirs de par leur lecture, les contes, les chansons, leur académie et tout ce qui s'ensuit. C'est inconscient. Ils sont victimes de cela autant qu'on l'est. C'est ce que nous, on appelle le syndrome Tarzan. C'est-à-dire, vous mettez un même programme télévisé, on va dire le film Tarzan, avec l'acteur Johnny Westmiller en acteur principal, et vous voyez Tarzan qui est le héros, qui comprend tout de la faune et de la faune africaine, alors qu'il est arrivé dans le pays étant bébé après un naufrage. Donc, ça veut dire qu'il a une intelligence d'instinct de survie complètement idéologique et fictionnelle, hein, mais qui lui a permis de survivre et de mieux comprendre l'Afrique que des Africains, négro-africains, qui étaient là depuis des millénaires eux-mêmes. Donc lui peut comprendre la faune, la flore, discuter avec, la maîtriser. Et si vous regardez aussi le film sur Dailymotion ou YouTube, les bandes annonces de Tarzan, vous verrez que dans les génériques, vous avez donc les Blancs qui sont comme acteurs principaux, donc Johnny Westmiller, la meuf qui joue Jane, etc., etc. Mais vous avez aussi Cheetah by herself. Mais aucun noir ne figure dans... Donc vous voyez le singe, vous retrouvez le schéma de l'évolution humaine où on fait disputer au singe et à l'homme noir qui est le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain. Vous voyez, dans Tarzan, il y a cette notion-là. Donc le blanc est conditionné à détester le noir. Mais comme le noir regarde les mêmes programmes que le blanc, eh ben, il est conditionné à participer à ce même programme de détestation du noir. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens, il ne faut pas les faire aimer les noirs. Parce que quand on comprend comment fonctionne le conditionnement, c'est déjà perdu d'avance. Il y a des réflexes inconscients qui font que le programme est déjà ficelé. Mais par contre, si on permet aux gens de comprendre que le noir n'est que le baromètre du projet de destruction généralisée que le système de prédation occidental a pour le monde et l'univers, et qui comprendront que, en même temps que le système blanc a menacé l'homme noir et l'a soumis à son terrorisme d'État, il a en même temps menacé et soumis à son terrorisme d'État la nature. Et la nature n'a jamais cessé d'être assassinée depuis ce moment de prédation qui a vu le noir être enchaîné à l'esclavage. La nature n'a jamais cessé d'être assassinée. Le chlordécone le prouve aujourd'hui. Et si les Blancs ont l'intelligence de comprendre que si la nature meurt, si la planète meurt, ils mourront aussi, ils comprendront que ce n'est pas qu'un problème de noir. Combattre le capitalisme et le système impérialiste, c'est impératif pour la survie de l'existence, pas qu'humaine. Et on peut dire aussi que la colonisation n'est pas terminée sur des aspects très simples qu'on a appris à ne plus lire. C'est que quand Christophe Colomb, en tout cas selon ce que nous raconte l'histoire officielle, est arrivé, on dit qu'il a découvert l'Amérique et on dit qu'il a découvert donc le Nouveau Monde.
Mais maintenant, on dit que les Blancs ou le système blanc ou l'impérialisme occidental a découvert Mars, a découvert la Lune, etc. Ils ne font rien d'autre que coloniser encore des espaces. Et s'ils trouvent des espèces humaines sur ces espaces, ils feront la même chose qu'ils ont fait à la Vénus Autantote. Ils vont les décortiquer de leur vivant, etc. Et ils feront passer ça pour de la science comme ils l'ont fait pour les Noirs. C'est ce qu'on doit comprendre. La colonisation n'est pas terminée, elle se déroule sous nos yeux. Mais comme avant, ils disaient que c'était la découverte de l'Amérique et on croyait que c'était une évolution qu'ils ont appelée la modernité, ils continuent à le faire en allant sur les autres planètes. Ils veulent dominer l'univers. Et ces gens-là veulent déjà trouver une planète de remplacement. Ceux qui montrent inconsciemment quel est le projet qu'ils ont sur cette terre. Ce qu'on doit faire, nous, en tant que Noirs, comme en tant qu'Amérindiens, parce que n'oublions pas, pour moi, on est profondément connectés aux Amérindiens, parce que le capitalisme, l'impérialisme, nous a installés dans une communauté de destin. Et ça, il faut le dire, on ne le dit jamais assez. Eh bien, on a des systèmes de pensée différents. Et si nous, on greffe dans nos esprits le système de pensée occidental, on deviendra automatiquement des complices de la destruction de la planète et de l'univers. Et on doit divorcer de ce système de pensée, de ce système de domination et se reconnecter avec nous-mêmes. Et ça nous oblige à faire la guerre au système de pensée blanc, qui est un système destructeur. Ce n'est pas une question de noir et de blanc, c'est une question de gardiens de la planète et gardiens de l'univers et de ceux qui détruisent la planète et détruisent l'univers. Et en détruisant la planète, en détruisant l'univers, ils détruisent les vies. Et en premier lieu, a priori, la vie des Noirs. Et les Noirs, à ce moment-là, deviennent un baromètre. On ne vous demande pas de nous aimer. On vous demande de comprendre. Quand ils auront fini avec nous, c'est à vous qu'ils s'en prendront. Le système des engagés blancs, avant les Noirs, quand il n'y avait plus d'Indiens et qu'ils avaient exterminé ceux qui sont les Amérindiens, on ne sait même pas comment ils se qualifient eux-mêmes, eh ben, c'est des Blancs qui étaient exploités. Et après, ils ont trouvé les Noirs. Mais quand il n'y aura plus de Noirs, ils reprendront les Blancs. C'est ça que doivent comprendre les gens. C'est un système général qu'on doit se battre. On doit collaborer en aucune manière à ce système. Aucune. Nous devons redevenir nous-mêmes et sauver la planète. Voilà ce que je veux dire. C'est très important, c'est ça que je voulais dire. Quel discours, Franco. Ouais. Dis-moi, par rapport justement à ce regard que tu viens de donner, grosso modo, là, dans toutes les procédures qui sont entamées par diverses associations, justement, pour notamment alors, revenir sur la partie de Colbert, mais pas que Colbert, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fameuse justice qui est dans toute sa sournoiserie, qui est dans toute sa splendeur de la sournoiserie actuellement? On ne peut rien attendre, finalement. Quand on est des activistes, parce que toi et moi, on est des hommes de terrain, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a à attendre des procédures administratives, de toutes ces plaintes? Toi, fondamentalement, comment tu te positionnes par rapport à ça dans la nécessité d'agir? Déjà, je le redis, un malade ne pourra jamais guérir s'il n'admet pas qu'il est malade. Donc, un colonisé ne pourra jamais se libérer s'il n'admet pas qu'il est colonisé. Je suis colonisé et quand je vais devant les tribunaux, je sais que je ne vais pas chercher la justice, ou en tout cas quand les tribunaux me placent devant eux de force, je sais que je ne suis pas devant la justice, mais devant un système qui me domine. Et je suis obligé d'obéir à la règle du jeu, c'est-à-dire payer un loyer, acheter la terre. C'est pas ce que je fais, hein, mais je vais dire par là, c'est des règles très particulières. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Ce sont des règles très particulières qui sont liées au monde blanc et qui n'appartiennent pas au système de pensée noire. Et le noir, étant obligé de se prostituer face à son proxénète, a été obligé d'adhérer à ces règles de domination et a fini par croire que cette manière d'assassiner le monde, la nature et l'univers était la norme. Et donc, j'ai conscience que c'est une règle du jeu et que tant qu'on n'a pas érigé notre propre règle du jeu, tant qu'on n'est pas en capacité de le faire, on est soumis. Quand je dis soumis, c'est-à-dire par la force, comme le noir esclave au temps de l'esclavage négrier-occidentalo-chrétien devait se libérer à l'intérieur d'un espace où il était néanmoins toujours privé de liberté, même libre. Et donc c'est de ça, c'est de ça que j'ai conscience. C'est-à-dire que la justice, il faut comprendre, c'est comme si le diable s'appelait Dieu. C'est pas pour dire que les blancs sont des diables, mais c'est pour donner une vraie image. C'est dire le diable s'appelle Dieu, et donc nous on est sommés d'appeler le diable Dieu. Donc on se dit mais c'est Dieu qui l'a dit. Ça finit par causer une dissonance cognitive dans notre esprit qui finit par donner un sens à ce qui n'en a pas. La justice s'appelle justice, mais ce n'est pas moi qui l'ai nommée justice. Cette justice est un ordre colonial. Et parce qu'elle a l'autorité et la dictature
de s'appeler justice et de nous obliger à l'appeler justice, on finit par croire que c'est la justice qui nous juge. Mais c'est l'ordre colonial qui est en train de nous juger. Si on avait conscience de cela, eh ben, ce serait autre chose. Et après, il y a un autre niveau, c'est ceux, et je ne les juge pas, c'est-à-dire, j'en fais partie, tout le monde a peur. Et ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas peur. Parce que quand on voit comment a terminé Lumumba, comment a terminé Sankara, comment sont obligés de survivre dans la pauvreté la plus artificiellement créée, des millions de Noirs depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles, on a toutes les raisons d'avoir peur parce que ce système n'a aucun respect pour nos vies et est capable d'aller très très loin pour les exploiter, les violer et les étouffer. Franco, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un système qui en vérité s'est toujours servi? Il n'a jamais rien demandé, il a toujours pris. Donc quelque part, je suis moi de mon côté, je donne ma position, je dis à un moment donné, il faut qu'on change de méthode, il faut vraiment qu'on passe à un autre cap. Pas forcément dans une espèce de violence frontale, mais qu'est-ce qu'on peut attendre quand on va devant un tribunal? Toi, tu vas passer en jugement, le frangin Kézia, les 7 d'Océanis, c'est un système qui prend tout, qui ne te demande pas ton avis, qui prend tout. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les gens ont conscience de ça? Que le droit qu'ils ont mis en place, qu'ils appellent le droit à la justice, c'est pour se protéger eux de nous. Tu vois? C'est pas pour nous protéger nous, entre nous. C'est pour eux qu'ils se protègent de nous. Dans tous ces dysfonctionnements. Exact. Comment tu penses qu'on peut passer un cap pour une évolution aujourd'hui là? Pour moi, il n'y a qu'un seul cap. Pour moi, je dis bien pour moi, ça n'engage que toi, pas la brigade. Il n'y a qu'un seul cap, un seul et unique. Tous les autres, c'est de l'artifice. C'est-à-dire, les autres sont peut-être complémentaires, mais le cap fondamental, c'est l'éducation. Le pouvoir blanc nous domine parce qu'il a reprogrammé nos esprits. Ce qu'on appelle la créolisation est la résultante la plus extrême de cela. On peut s'imaginer être dans un système de lavage de cerveau le plus intensif, des méthodes de torture les plus intensives pour effacer par la torture ce qui appartenait à notre réelle identité pour nous faire accepter une identité totalement factice, etc. etc. Donc, c'est une histoire de programmation, comme un ordinateur qui va exécuter les tâches qu'on lui a demandé d'exécuter. Si on ne reprogramme pas nos esprits, la guerre est perdue d'avance. On pourra avoir autant d'argent qu'on veut. La question de l'arme est une bonne métaphore. Vous prenez un fusil. Le fusil en lui-même n'est pas dangereux tant qu'il n'y a pas un cerveau derrière. Le fusil, vous pouvez mettre des roses dans le bout du canon, il ne fera rien. Vous pouvez mettre de l'eau dedans, il ne fera rien. C'est le cerveau qu'il y a derrière qui le rend dangereux ou pas dangereux. Donc si ce cerveau est éduqué pour se retourner contre lui-même, le fusil devient un danger pour nous-mêmes. Le savoir devient un danger pour nous-mêmes. La culture devient un danger pour nous-mêmes. Ce qui a une connotation positive peut devenir un poison. Vous avez un médicament, le médicament est connoté comme quelque chose qui guérit. Mais si vous le superposez à un mauvais diagnostic, il peut tuer. Et pourtant, il reste un médicament. Donc, l'éducation, c'est la base. Il faut qu'on ait le courage d'avoir une éducation maquisarde, qu'on fasse du marronnage intellectuel. On n'est pas obligé de le faire en plein jour, bien que moi, je suis en train de donner la réponse en plein jour, mais je veux dire par là, l'avantage de cela, c'est que vous n'êtes pas obligé de le crier haut et fort. Mais si vous refusez de collaborer, vous pouvez changer votre manière de penser à partir de chez vous, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans vos têtes. Et de génération en génération, il y aura un autre type de noir qui va se mettre devant eux, et cet autre type de noir aura appris à ne plus reculer. Et quand on sera plus reculé, ils ne pourront plus rien faire, parce que leur domination, elle est liée à notre capacité à avoir peur. Si on supprime la peur, c'est une illusion, leur domination est une illusion. C'est parce qu'on le veut bien. À partir du moment où on le voudra... Franco, tu es d'accord que je réagis tout de suite à ce que tu dis. On n'est pas obligé d'être physiquement dans l'affrontement. Hein. Rien que dans la posture, tu me tends une perche, mon frère. Cette perche qui consiste à dire que cette histoire de domination, c'est parce qu'on leur a reconnu un pouvoir et une autorité. Oui. Mais si on la refuse fondamentalement, ils ne peuvent que s'asseoir dessus. Arme ou pas arme. C'est une question de principe, on va dire, philosophique quelque part. Ils ont colonisé notre esprit parce que dans l'encodage, on t'a fait comprendre depuis tout petit, ça c'est l'autorité, ça c'est le pouvoir, et ceux qui le font, ils ont raison. Et c'est important ce que tu dis, mon frère. Là, c'est pas une question de couleur, de race, d'ailleurs, il n'y en a pas. Il y a des humains qui ont décidé de reconnaître et de transférer leur humanité
à des soi-disant dépositaires de l'autorité. Exact. C'est ça. C'est-à-dire que, et je dirais même plus, parce qu'à un moment, bien que je comprenne ce que tu dis, mais les mots ont un sens. Et des fois je parle, je sors du sens exact que je vais donner. Mais ce que je veux dire par là, tu vas dire, on leur a donné ce pouvoir. Ce que je veux dire, c'est tout en comprenant ce que tu veux dire, mais je le précise encore plus. C'est-à-dire, c'est le terrorisme d'État qui nous a appliqué, qui nous a forcé à leur donner ce pouvoir. Tout à fait. C'est-à-dire que, et par héritage, on est en train de le perpétuer parce que pour beaucoup d'entre nous, on ne connaît rien d'autre. Et c'est ça qu'il va falloir reprogrammer. C'est une révolution intellectuelle, culturelle et spirituelle qu'il va falloir engager. Et à partir de cela, je vous promets, et ils le savent, ils ne peuvent plus rien. Parce qu'on devient invincible. Les balles, c'est rien. Vous comprenez, à la base, quand je dis vous, c'est d'une manière générale, à la base, la valeur, on ne la mettait pas dans un papier qui n'a aucune valeur et qu'on appelle argent. Ça n'a aucune valeur. C'est l'idéologie qui vous a forcé à croire qu'à l'intérieur de ce papier, il y avait une valeur par la force des armes. On vous a forcé à le croire. Mais à la base, le noir croit en la puissance de l'arbre lui-même. D'ailleurs, un proverbe, me semble-t-il, on disait que c'était Dessiou qui disait « Quand le blanc aura tué le dernier poisson, empoisonné la dernière rivière et abattu le dernier arbre, il comprendra que l'argent ne se mange pas. » Et donc, voilà, nous, on plaçait nos valeurs. Et donc, il faut... C'est pas has-been que de se reconnecter avec ça. Il faut avoir le courage de dire que l'Occident se trompe fondamentalement. Parce que la nature est génératrice de vie. Et ce que produit l'Occident par son système de pensée est générateur de mort. Donc, c'est en cela que ce n'est pas une question de savoir « Ouais, mais les opinions se valent. L'Occident a tort. » Parce que ce qu'il génère, c'est l'antipode, comment dire, de la mécanique de la nature elle-même. La nature a été agencée pour produire la vie et la perpétuer. L'Occident, comment dire, est un producteur de mort et arrête la vie, produit des choses artificiellement, etc., prend le pouvoir. C'est pas normal. Au final, il mène à l'autodestruction. C'est en cela, c'est pas une question de « Ouais, mais les Noirs, vous voulez dominer le pouvoir noir. » Non, certains, par frustration, font ça. Nous, quand on parle de pouvoir noir, oui, mais c'est un pouvoir décolonial. Le pouvoir blanc est par nature colonial. Donc, c'est dire que quand on parle de blanc, nous reconnaissons qu'il y a des blancs qui peuvent être complètement solidaires et en osmose avec le système de pensée noir ou amérindien. Ceux-là font partie de notre camp. Comme il y a des noirs qui, par conditionnement et par, comment dire, formatage, ont fini par faire partie du système de pensée blanc, capitaliste et du système de prédation occidentale. Ceux-là deviennent des blancs. C'est pour ça que, peu importe que dans la police, il y ait des Noirs, des Asiatiques, des Arabes, etc. Ce qui compte, c'est que la police est le bras armé du pouvoir blanc. Et le cerveau, c'est le pouvoir blanc. Donc la couleur, à ce moment-là, est une référence visible, mais n'est pas une référence fondamentale. Donc ce qu'on doit sonder, c'est les cœurs et les âmes et les intentions. Et on se libère avec ceux qui ont le cœur, l'âme et la même intention que nous. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres, parce que c'est très important. Pour moi, qu'ils trahissent ou pas, n'importe quel noir est un frère, et je vais dire pourquoi. Parce que si on prend la métaphore des bateaux de négriers, on ne faisait pas de distinction quand on enchaînait les noirs dedans pour aller nourrir le système de prédation occidentale à travers l'esclavage négrier occidentalo-chrétien. Et quand les noirs étaient tous enchaînés dans les cales des navires, je prends comme métaphore, puisqu'on sait que les femmes et les enfants ne l'étaient pas, mais on va dire quand ils étaient tous enchaînés, si le bateau coulait, quelles que soient les pensées de collaboration ou de résistance des uns ou des autres, les noirs coulaient tous en même temps en fond de cale. Donc, qu'un noir ait choisi, consciemment ou inconsciemment, de collaborer avec ces systèmes ou pas, nous sommes tous liés à la même communauté de destin. Et je le dis d'autant pour preuve que si vous regardez le film Geronimo, parce que j'ai cette fâcheuse tendance d'avoir des références populaires plutôt qu'intellectuelles, etc., le film Geronimo vous montre que les Amérindiens qui ont collaboré avec le pouvoir blanc occidental américain à chasser, par exemple, les résistants qui étaient avec Geronimo, quand ils finissent par gagner la guerre, ils désarment les éclaireurs qui étaient dans l'armée américaine et ils les enferment dans la cage avec les résistants qui étaient avec Geronimo. Voilà la finalité du pouvoir blanc. Une fois qu'il vous a bien exploité, vous retournez à la case départ sans faire de référence au film Case départ, bien qu'il y avait une parfaite autocritique dans le film Tout simplement noir,
qui est intéressante à voir. Je parle de l'autocritique, hein, parce que chacun pense ce qu'il veut après. Donc voilà ce que j'allais dire. Voilà ce que j'allais dire. Donc, ce n'est pas une histoire de noir et de blanc, mais une histoire de système de pensée. Nous n'avons pas le même système de pensée, et ça, ce n'est pas une honte de le dire, c'est une réalité. Le blanc croit à ce qui est matériel, le noir croit avant tout à ce qui est spirituel, naturel, etc. On voit le système blanc, c'est chimique, la nourriture, c'est que du poison. Ils sont obligés de mettre des conservateurs. Bref, c'est la merde totale. Dans tout leur mécanisme de vie au quotidien, c'est que de l'empoisonnement. Au niveau du savoir, au niveau de tout, c'est de l'empoisonnement. Comment peut-on croire à un tel système qui ne vit que par le mensonge? En tout cas, moi, je n'adhère pas à ça et j'essaye de ne pas me rendre complice de ça. Même si, d'une manière ou d'une autre, indirectement, je le suis forcément puisque formaté comme tout un chacun. Mais j'essaye de me libérer. Voilà. Franco, on prend, on va conclure tout à l'heure, mais je veux prendre une petite respiration avec toi. T'es déjà venu en Guadeloupe, Martinique, oui. Guyane? Oui, je suis déjà venu en Guadeloupe, oui. T'es déjà venu en Guadeloupe? Ouais. Bon, il va falloir que tu reviennes, hein. Ouais. T'es opérationnel s'il y a des frères de Mada, de Guada qui t'invitent, qui te mettent bien. Non, il n'y a pas question de bien. C'est dans tes dynamiques de venir près de nous. Je suis opérationnel sans qu'on me mette bien. Je suis opérationnel, tout simplement. Non, dans le sens, non, on s'est compris. Ce que je voulais te dire, c'est que qu'on puisse s'organiser dans les mois à venir. Toi, est-ce que par rapport à ce que tu as prévu, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce que tu sais qu'aux Antilles, là, ça bouge énormément. Guadeloupe, Martinique, il y a une grosse convergence de lutte avec la Réunion et consorts. Et je sais que je parle au nom de pas mal de frères et de sœurs. Ça serait super que tu viennes près de nous. De pouvoir passer ne serait-ce qu'au niveau des associations, des maisons de quartier. Tu sais qu'il y a un travail de terrain phénoménal à faire. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu peux envisager par rapport à toutes les étapes que vous avez prévues d'entamer avec la brigade? C'est plus que possible. C'est-à-dire que c'est normal. Je ne sais pas comment dire. Bien sûr que je le ferai. Je le ferai sans hésitation. Bon alors, les frères de Mada, de Guyana, vous avez compris, hein, on s'organise là, Franco, bientôt chez lui, parce que ça sera chez toi aussi. Tu as de la famille aux Antilles? Ouais, j'ai de la famille. Ah ouais? Vas-y, dis-nous tout. Non, je dirais rien pour une simple raison. Je sais que, pourquoi? Parce que je parle de neurocolonisation, il faut comprendre que c'est profond. C'est-à-dire qu'on est souvent amené à juger par les étiquettes et non pas par le contenu. Donc j'aime parler sans qu'on sache forcément d'où je parle. Pour qu'on écoute d'abord le propos et qu'on ne juge pas par rapport à l'endroit d'où je parle, mais plutôt ce que je dis. Donc, j'évite de m'enfermer là-dedans, mais de tout cœur, je comprends ce que tu dis et je rejoins ce que tu dis, mais je connais aussi les maladies dans lesquelles on nous a enfermés et des chauvinismes un quelque peu artificiels dans lesquels on nous maintient. Et je ne dis pas que j'essaye d'en sortir ou quoi, mais je dis surtout que j'essaye de ne pas y contribuer. Voilà, c'est surtout ça. Donc, de tout cœur, je viendrai. Ah ben super. Ben justement, pour la fin, parce qu'on va se reprogrammer quelque chose avec le ban, là, tu as répondu très spontanément à l'invitation. Dis-moi, Franco, le conseil pour justement les combats que nous avons à mener de notre côté, même si c'est le même que l'on mène, mais notamment vis-à-vis des Martiniquais qui aujourd'hui ont été un petit peu assommés depuis vendredi matin. Et je ne sais pas si tu es au courant des problématiques que nous avons en Guadeloupe. Tu sais qu'on n'a pas d'eau en Guadeloupe, tu es au courant de ça? Oui, je suis au courant, très au courant. Oui. On a un décret légal dans leur matrice, soi-disant, là, qui est là pour veiller sur nous. Tu connais les frères de Monde Guadeloupe? Oui, j'ai vu quelques vidéos, effectivement. D'accord. Vous allez faire des mobilisations dans des structures administratives, j'ai vu ça, oui. Voilà, ouais. Il y a quelques semaines, on était à la préfecture, on s'est fait éjecter de force. Ils tapent même les femmes, hein, ils n'ont pas de combine chez nous. Hein. Ça tape les femmes aussi. Ce que je veux dire, c'est quel message que tu as envoyé en guise de conclusion pour les frères de Martinique, notamment surtout eux là qui ont pris un coup de massue sur la tête? Alors, un message, j'en aurais sans doute 1000, mais... Alors vas-y, c'est toi là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que je sois assez chirurgical dans mon expression. C'est-à-dire, il y a une chose qui me paraît très importante, c'est ce que je vois souvent. Moi, mon pressentiment, j'avais lu le livre Cheikh Anta Diop il y a longtemps, Nation Nègre et Culture. Et moi, mon analyse, qui n'engage que moi, c'était que Cheikh Anta Diop avait décodé à l'intérieur du livre comment les négro-égyptiens, les anciens égyptiens
se définissaient eux-mêmes par le terme Kémite, Kémet, etc., etc. Et donc, c'était leur manière, même s'ils ne se désignaient pas par la couleur, mais de se dire noir, puisque, voilà. Mais pourtant, il a appelé son livre Nation nègre et culture et non pas Nation Kémet et culture. Moi, j'ai aimé croire que c'était une manière de dire qu'avant de pouvoir se reconnecter avec soi-même, il faut d'abord vaincre les démons de la colonisation. Et le mot nègre est un mot qui nous a fait beaucoup de mal et il faut d'abord le dompter, comme ça a essayé d'être fait avec le concept de négritude. Pour que, vous voyez, c'est comme le film Terminator, pour reprendre mes vieilles références populaires. D'abord, la machine est là pour détruire O'Connor et après, vous la reprogrammez pour qu'elle se retourne contre l'ennemi. Le mot nègre vise à nous détruire, reprogrammons-le pour en faire notre cheval de bataille, sans nous enfermer dedans, mais c'est-à-dire, l'ennemi ne nous donne pas les moyens d'inventer nos propres armes. Détournons les siennes et retournons-les contre lui. Donc, j'aimerais que chaque noir dans le monde, qu'il soit en Martinique, qu'il soit au Brésil, qu'il soit partout ailleurs, comprenne qu'avant tout, il faut avoir une sorte d'humilité et comprendre que ce n'est pas parce qu'on veut libérer consciemment le monde noir et l'Afrique qu'on obtient le pouvoir de le faire. Donc, il faut se questionner profondément et que la première chose à faire, c'est débusquer l'ennemi intérieur que le racisme d'État français, en ce qui nous concerne, mais occidental en général, a placé, logé clandestinement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il faut débusquer cet ennemi et, si possible, le tuer. Cet ennemi, c'est celui qui nous a poussé à vouloir être blanc plutôt que noir, qui nous a poussé à aimer les cheveux défrisés plutôt que ceci, à avoir les yeux clairs plutôt que nos yeux, etc., etc. Cet ennemi existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, il faut être au clair avec celui-ci, le trouver à quelque endroit de notre inconscient dans lequel il se trouve tapi, le débusquer et, si possible, le tuer. Et à ce moment-là, on peut mener pleinement le combat. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir lu 3 pages d'un livre pour croire qu'on est prêt à se libérer. Il y a eu 500 années de conditionnement. Il faut être humble. Même moi qui parle là, qui semble savoir ce que je dis, à un moment ou à un autre, je collabore forcément à mon insu à ce système. Et je pense qu'il faut faire preuve d'une très grande humilité parce qu'on ne gagnera pas. Si on croit qu'on est libre, il faut qu'on ait conscience qu'on est colonisé même lorsqu'on se libère. Voilà. Merci pour ces paroles. Merci à toi. Alors l'actualité qui arrive dans les prochains jours, là notamment, on a le fameux magazine qui fait encore des siennes là, après cette foutue un petit peu de tout le monde avec Zemmour en première page. Donc là, il y a une mobilisation qui se prépare. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais juste rapidement, ne bouge pas, mettre notamment donc à l'écran, tout le monde voit, la Fondation France Fanon a lancé un appel donc à la mobilisation. Donc je lis, en soutien à Daniel Obono contre le racisme décomplexé de valeurs actuelles. Donc allez voir, pour ceux qui regardent l'émission là en direct, donc allez jeter un petit coup d'œil à cette... Franchement, je ne sais même plus comment qualifier, tellement je me dis c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qu'on nous a pas encore fait? Tout est toléré avec ce magazine. Je me demande encore comment ce torchon fait encore pour exister. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mobilisation à venir concernant le soutien à Daniel Obono, puisque j'ai bien compris on en parlait tout à l'heure avant de préparer l'émission, donc la brigade anti-négrophobie va y participer. Exactement. Ce que je tiens à dire en 2 mots, parce que les choses paraissent évidentes, mais ce n'est pas parce qu'elles paraissent évidentes qu'il ne faut pas les préciser. C'est que, comment dire... c'est comme Colbert. C'est pas Colbert le problème en soi, c'est pas Valeurs Actuelles le problème en soi. C'est toutes les autorisations psychologiques que le racisme d'État français et plus particulièrement la négrophobie d'État française a donné depuis 500 ans à des individus, à des structures qui participent au fonctionnement de l'État comme Valeurs Actuelles. Eh ben, ces autorisations psychologiques, elles s'expriment là. C'est-à-dire à travers la banalisation, à travers l'invisibilisation de la question noire depuis ce que l'État colonial français aime appeler l'abolition de l'esclavage, mais qui est en fait une liberté qui a été arrachée par des Noirs et confisquée notamment par l'incarnation de Schœlcher et consorts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que si c'est possible qu'il y ait une telle banalisation du crime contre l'humanité négro-africaine et afrodescendante et une apologie
de ce crime-là, c'est parce qu'il y a des autorisations psychologiques qui sont délivrées et ces autorisations psychologiques négrophobes sont les mêmes qui ont tué George Floyd, qui ont, comment dire, fusillé Jacob Blake en le laissant paralysé et qui tuent des millions de Noirs, à commencer par ceux des Antilles qui sont en train de mourir à petit feu à travers le chlordécone. C'est des autorisations psychologiques qui autorisent de penser que la vie d'un Noir ne vaut rien. Et c'est en cela qu'il nous faut nous battre psychologiquement pour ne pas accepter cette non-valeur et redonner à nos vies de la valeur, parce que c'est parce que nos vies obtiendront de la valeur qu'on sera capable de les défendre chèrement. Et donc, si l'Occident ne nous donnera jamais de valeur et que nous en donnons, nous défendrons cher nos vies, quitte à mourir pour elles. Et tant que nous ne sommes pas prêts à concevoir que nos vies ont de la valeur, nous les laisserons périr. Donc, il faut que nous nous armions psychologiquement, psychiquement, et là, on sera invincible, je le redis. Les balles ne font pas peur quand on croit à notre destinée, à notre voie. Et s'il n'y a rien au-dessus de la liberté, même pas l'argent, on devient invincible. Voilà. Alors, Franco, comment aider la brigade anti-négrophobie au niveau de l'organisation? Est-ce qu'il y a, parce que bon, j'ai les frangins, il y a toute la diaspora de notre côté qui regarde. Comment on peut vous aider? Alors, la meilleure aide, et je le dis franchement, c'est qu'on essaye de partager entre nous nos idées, et je le dis sans utopie ni quoi, parce que l'idée, c'est de sortir de cette histoire de leader, de porte-parole de la communauté. Nous, on n'est pas porte-parole de la communauté. On lutte contre le racisme anti-noir et qu'on a appelé négrophobie. On lutte contre la négrophobie parce que n'importe quel noir qui est victime de cette arme neurocoloniale, néocoloniale ou coloniale d'aliénation et de destruction massive qui n'avoue pas son nom est en droit de se battre pour l'intégrité de sa vie. Donc ce combat appartient à n'importe quel noir. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est que chacun comprenne qu'il est la propre solution au problème et que plus il va s'armer de connaissances et de réflexion pour pouvoir organiser au mieux le combat, donc il faut qu'on crée des soldats partout. C'est ça, c'est ça. C'est pas la brigade anti-négrophobie qu'il faut aider, il faut s'aider soi-même. Et en s'aidant soi-même, se dire que je ne dois pas compter sur lui pour arriver à l'objectif auquel on doit arriver collectivement. Donc, c'est ça avant tout. Maintenant, si des gens... S'inspirer. Oui, vas-y. Plus s'inspirer, tu veux dire peut-être? S'inspirer, voilà. C'est-à-dire, si on peut apporter une inspiration, qu'il en soit ainsi. Il faut reconnaître que toute personne qui pense, à partir du moment où qu'elle ose agir, commet forcément des erreurs qui peuvent être critiquables. Servez-vous que de ce qui vous paraît bon à exploiter et laissez-nous les erreurs. C'est-à-dire, on fera nôtre les erreurs, prenez ce qui permet d'améliorer la construction de notre combat pour le mener à la victoire. Et donc, c'est ça en premier lieu. Maintenant, si des gens veulent nous aider parce qu'ils estiment que ce qu'on fait est louable et que, voilà, on est très mauvais en communication. Sans doute une raison pour laquelle on est très peu connu, on sait s'exprimer, on a des idées réelles, on sait sortir des sentiers battus, on n'enfonce pas que les portes ouvertes, on fait du vrai marronnage intellectuel, autant que d'autres, mieux que d'autres parfois. Et donc, l'idée, ce serait parfois pour permettre une meilleure émancipation collective, que nos idées puissent transcender les frontières de notre propre chapelle. Et ça, on a du mal à le faire parce qu'on ne maîtrise pas l'outil de communication Internet, etc. Tout en sachant qu'on va inviter aussi les frères et sœurs ou les sœurs et frères à faire attention parce que ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ça a le même pouvoir qu'une drogue dure qui, à force de la prendre, vous devenez addict et vous en devenez complètement dépendant. Et ça vous prive de votre indépendance. Les gens courent de plus en plus après le nombre de likes plutôt qu'après la vérité et sont capables de corrompre la vérité pour obtenir des likes. Et il faut faire très attention à cela parce que les générations, je ne me moque pas, hein, c'est-à-dire vraiment c'est un constat philosophique plus qu'une critique. Les générations Snapchat, Internet, et c'est pas pour dire que c'était Instagram, tout ça, c'est pas pour dire que c'était mieux avant. C'est une question qu'on formate de plus en plus notre cerveau à accéder à une information rapidement, donc à des raccourcis de pensée. Et qui dit raccourci de pensée dit que, qui dit raccourci de pensée dit forcément qu'on ne va pas au fond des choses. Et pour pouvoir démanteler
le système de domination dans lequel on est enfermé, il faut aller à la racine du mal. Et la racine du mal, c'est comment s'est construite la négrophobie. Et il faut comprendre tout ça. Et ça, c'est pas les temps de réflexion que nous offre Snapchat, etc., qui nous permettent de le faire. Il faut lire des livres, il faut aller au-delà de ce que nous montre le système, il faut avoir des réflexions en dehors des sentiers battus et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc nous en communication, on n'est pas fort. Donc s'il y a des gens qui veulent aider à cela, ben, on essaiera de collaborer. Mais crois-moi que ton message est entendu. Voilà. Franco, c'est même moi à la rigueur qui vais écouter parce que tu l'auras compris qu'on avait des difficultés techniques à cause du mauvais temps ici en Guadeloupe. Très bien. Mais Franco, je tiens à te dire que on en a parlé, je le dis publiquement, le média de la Team DK est ouvert à Ban. Donc je t'ai déjà dit, dès que tu as besoin de communiquer, une vidéo, un truc à passer, si on peut aider, on va aider. Et on va essayer de faire en sorte que tout le réseau qu'on a, et j'invite tous les frères et sœurs, vous avez entendu, vous a dit ce qu'il a besoin, c'est de faire passer le message, de construire, de travailler justement à élaborer comment diffuser le plus largement une nouvelle façon de penser pour se décoloniser l'esprit, décoloniser tête à azote clairement, et l'esprit azote. Donc, rentrer en contact. Comment on rentre en contact avec vous? Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un mail? Celui qu'on retrouve sur la page fan? Ouais, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook Brigade Antinégrophobie. C'est là où on est le plus réactif et de laisser un message sans aucun problème. C'est là qu'il y a quelqu'un qui répond, hein. Ça reste pas des fois 3-4 jours sans réponse. Ça peut rester 3-4 jours, mais exceptionnellement. Mais je veux dire, tôt ou tard, il y a une réponse. Mais ça, généralement, c'est très réactif. C'est-à-dire, il peut arriver parfois en fonction de l'actualité que ça reste 3-4 jours, mais c'est rare. Généralement, c'est instantané. Bah alors la famille, moi j'invite tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui connaissent Diaspora en action, à qui j'envoie un big up, tous ceux qui connaissent même Nation Martinique, Nation Matinique, et puis tous ceux qui kiffent mon Guadeloupe et tout. Si vous pouvez apporter un support de communication, une aide, un coup de main aux frangins, ben faites-le, ou même passez par nous au niveau de la team DK, on fera le relais, ou avec Nation Amoun, il n'y a pas de souci. Franco, moi j'ai été très très content de te recevoir, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais faire passer spécifiquement avant qu'on puisse conclure? Non, ça va, je vous remercie déjà et je souhaite, c'est-à-dire toutes les forces sont les bienvenues dans le combat. Et je pense qu'il faut jamais qu'on oublie une chose, c'est-à-dire que je connais plein de groupes de militants autres que le nôtre, hein. Et je veux dire par là, on peut être critique sur certaines méthodes employées. Ça, c'est normal parce qu'on est chacun des individualités autant groupales que individuelles, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas critiquer à ciel ouvert les gens. Les problèmes, il faut qu'on les règle entre nous. Je vois beaucoup de groupes qui aiment se considérer comme les meilleurs et qui aiment critiquer en plein jour d'autres groupes. Et je tiens à dire que si nous, on ne fait jamais de critique, c'est pas parce qu'on est faible. C'est-à-dire des personnes, bref, je sais même pas quoi dire. C'est pas parce que, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que vous parlez fort et que la personne ne vous met pas une droite dans la bouche qu'il faut que vous croyez que vous pouvez monter sur la tête des gens. Donc ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le silence en retour que ça veut dire qu'il y a peur et faiblesse. Ce que je veux dire, c'est qu'on privilégie l'union et qu'en cela, on gagnerait plus à ne pas se critiquer entre nous, essayer d'avancer, et s'il y a des choses à régler, qu'on les règle en famille, parce que toutes nos divisions vont profiter à l'ennemi et pas à nous-mêmes, et elles vont encore se retourner contre nous. Donc voilà, notre silence, ne le prenez pas pour un aveu de faiblesse, c'est juste qu'on privilégie l'union, et bien évidemment qu'on aurait des choses à dire sur certaines méthodes. Donc voilà, je pense qu'il faut que chacun prenne la responsabilité, et qu'on n'est pas là pour nourrir l'ego, mais la cause. Et si on nourrit vraiment la cause, on n'est pas là pour nourrir encore plus de divisions. Voilà ce que j'ai à dire. Ouais. T'as vu, hein, c'est vraiment le bordel. Non, mais t'inquiète, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle le maquis et j'aime ça. Il n'y a pas d'histoire de confort. Un noir doit apprendre à survivre dans l'inconfort le plus total. L'esclavage a été cela. Les noirs ont survécu et ont renversé. Donc t'inquiète, penser autrement, c'est commencer à penser comme... bref, je ne dirais pas. Donc n'oublions pas qui nous sommes et donc il n'y a pas de problème. Ça fait partie des aléas et notre résistance, elle est maquisarde. Donc voilà. Merci à toi, Franco. Okay. Je te dis à très vite. Passe une bonne fin d'après-midi. Okay, protection à la famille. Prends soin de toi. Ouais, à plus tard. Salut, merci.